Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à JDD du 30 novembre 2025, qui a le plaisir de recevoir un homme d'une très grande exception, en la personne de El Hadji Ibrahima Sall. Monsieur Sall, bonjour. Merci. Bonjour, merci. El Hadji Ibrahima, faut-il vous présenter parce que vous êtes connu des Sénégalais. Vous êtes connu pour ce que vous avez fait dans votre vie, mais ce que vous avez fait aussi de votre vie. Vous êtes connu également pour un parcours académique remarquable, brillant devrais-je même dire, que ce soit déjà au Prytanée militaire, où vous avez été un enfant de troupe, et ensuite que ce soit après le bac, pour avoir fréquenté justement les grandes universités françaises, et notamment HEC, vous me corrigerez sur la base de votre sentiment, mais en même temps aussi, vous avez fait les grandes écoles américaines. Mais partout où vous êtes passé, M. Sall, sans vous toucher votre corps sensible, c'est que vous avez été remarquable, brillant par vos études, mais brillant également par votre parcours académique, que ce soit au lycée, à l'université et dans des écoles prestigieuses en France et aux États-Unis. M. Sall, comment peut-on être distingué, crack, quand on est un jeune Sénégalais? Oui, c'est une question extrêmement difficile. D'abord, je voudrais remercier l'immédiat de m'avoir fait l'honneur de m'inviter. Et la deuxième chose, bien sûr, remercier toutes les Sénégalaises, tous les Sénégalais et les téléspectateurs, les auditeurs qui nous suivent pour ce grand jury du dimanche. Je pense que j'ai un jour entendu Youssou N'Dour, qui est un ami à moi, dire j'ai passé ma vie à jouer et tout est venu naturellement, je n'ai pas forcé, je n'ai pas cherché mes distinctions. Et je peux dire que ma carrière s'est passée comme ça. C'est ça, vous n'avez rien forcé. J'ai rien forcé, j'ai rien cherché, j'ai rien voulu. J'ai toujours été passionné par les choses qui étaient devant moi et j'ai toujours essayé de faire mon devoir comme il le fallait. Et bon, maintenant, c'est le destin qui a choisi, c'est les choses qui ont décidé, le succès, les petites rencontres qui ont marqué votre vie. Comme par exemple, moi, la rencontre que j'ai eue avec le président Senghor quand j'étais lycéen, il avait lu une de mes dissertations sur le dialogue de culture. Je pense que par son sourire, il m'a encouragé à écrire, par mon grand-père aussi, mais qui était l'un des plus grands prêcheurs de l'islam du Sénégal. En l'occurrence, El Hadji Ibrahima Sakho. En l'occurrence, El Hadji Ibrahima Sakho. Donc j'ai grandi dans un environnement où je ne pouvais qu'aimer le savoir, être passionné par la spiritualité. Et je veux dire que ça m'a marqué dans la poursuite de mes études et j'ai toujours voulu être parfait dans ce qu'on me transmettait. J'ai eu la chance d'avoir d'excellents instituteurs dans ma vie et je voudrais leur rendre un vibrant hommage. Et aussi, surtout, je pense aussi que j'ai eu la chance de ne jamais avoir compris ce qu'on m'expliquait à l'école, ce qui me poussait à en faire un peu plus que les autres. Et donc, je revenais toujours le lendemain en classe avec plus de connaissances que ma classe. Et donc, je peux dire que c'est dans cet environnement de recherche permanente que j'ai travaillé la rigueur, l'exigence et le souci de l'excellence. Et je remercie le bon Dieu, je remercie mes parents d'avoir permis cela. Tout à fait, c'est clair. Vous avez été, vous êtes économiste de formation, par vos inclusions justement à HEC et peut-être à la Sorbonne aussi. Mais en même temps aussi, vous êtes philosophe. Et je vois dans les lignes de votre bio que vous avez aussi, vous enseignez aussi peut-être au niveau du DEA les mathématiques. Tout à fait. Comment s'explique un peu peut-être ce cheminement qui à la limite même ressemble à une sorte d'aisance atypique? Oui, oui, tout à fait. Mais non, mais vous avez raison. Je suis passionné je pense que je suis passionné de mathématiques. Ensuite, j'ai eu d'énormes facilités en philosophie. Et après, la vie et les exigences quotidiennes m'ont conduit vers l'économie, qui est une matière très, très subtile et très compliquée. C'est vrai, si j'ai pu faire tous les trois, c'est parce que j'ai toujours été aussi attiré par les esprits œcuméniques. Et je pense que l'esprit qui me
enfin, le penseur qui est le plus proche de moi, c'est un penseur allemand qui est Leibniz, et qui a été non seulement l'inventeur de la notion de système, de la notion d'organisation, de la notion d'optimisation, mais Leibniz, c'est le philosophe qui a construit l'idée de système d'harmonie universelle et qui a construit toute la monadologie. Mais Leibniz est aussi le philosophe qui, en 4 jours, a créé et le calcul différentiel et le calcul intégral, infinitésimal. Donc, en 4 jours à Paris, il a pu faire des découvertes qui ont libéré la pensée mathématique. Donc, de mon temps et dans ma génération, je pense que c'était naturel de faire de la philosophie en même temps des mathématiques. Tout cela, c'est des formes d'expression du même esprit et de la même spiritualité. Tout à fait. Alors la question que je vous pose, elle est liée un peu peut-être bon, à ce parcours et à ces multiples tâches que vous exercez, mathématicien, philosophe et en même temps aussi peut-être chercheur en économie. C'est le Sénégal d'aujourd'hui. S'il faut le lire, s'il faut l'interpréter, s'il faut le comprendre dans les difficultés que nous rencontrons, mais en même temps aussi dans le positionnement peut-être du pays à une échelle régionale et à une échelle africaine ou peut-être même continentale donc, ou à une échelle internationale, quelle est la bonne lecture qu'il faut faire sur une grille peut-être que vous avez pour nous permettre également de comprendre un peu le Sénégal que nous vivons aujourd'hui? Alors, le Sénégal dans lequel nous vivons aujourd'hui est un Sénégal qui est obligé d'être dans le temps du monde. Et je pense que c'est un point essentiel, cette notion d'être obligé d'être dans le temps du monde. J'ai toujours expliqué que le Sénégal ne pouvait pas adopter un esprit de repli. Nous ne pouvions adopter qu'un esprit de conquête et un esprit d'ouverture. Alors, cela amène à plusieurs choses. En matière d'éducation, bien sûr, et de culture, nous devons rester les hommes de culture que nous fûmes depuis longtemps et nous devons rester le pays d'ouverture que nous sommes. Et il suffit aujourd'hui de voir la composition ethnique du Sénégal et sociologique pour voir que nous sommes un peuple ouvert, un peuple d'ouverture. Donc aujourd'hui, il faut que le Sénégal reste dans le temps du monde, ça me paraît essentiel. Il faut que le Sénégal ait l'esprit de conquête dans le monde. Et il faut aussi que le Sénégal ait quelque chose à apporter à la civilisation universelle et au monde. Là, vous retrouvez des accents senghoriens, là? Oui, des accents bien avant Senghor, d'ailleurs. Et je l'explique dans un commentaire que j'ai fait, d'ailleurs, sur Leibniz, comment l'universalité est inscrite dans nos gènes dès la naissance, dès la création de l'homme par Dieu. Parce que tout simplement, nous sommes chacun, en ce qui nous concerne, une sorte de miroir du monde, de telle sorte que nous sommes tous liés les uns aux autres. Donc la civilisation de l'universel, ce n'est pas un projet senghorien comme on a l'habitude de le croire, mais c'est quelque chose de plus profond que ça. C'est Dieu qui a inscrit dans nos gènes l'universalité dès notre création, puisque nous sommes chacun, le Coran le dit, tous les grands textes le disent, et je pense que c'est ça l'essentiel du message. Et aujourd'hui, nous devons justement, dans notre société, dans notre économie, rester à la page du monde et justement de savoir que le Sénégal ne se développera pas par fermeture ou par exclusion. Il faut que nous restons le pays ouvert que nous fûmes et que nous devons rester. Ça me paraît important en matière de politique économique, en matière d'évolution de la société. Alors, puisqu'on est dans le temps, restons dans le temps pour regarder un peu quelle est la séquence temporelle qui revient au Sénégal. Est-ce qu'il y a des forces intérieures qui sont propres au Sénégal pour lui permettre justement d'avoir une place et une bonne place à l'intérieur justement de cette séquence temporelle qui se projette sur peut-être vers l'infini? Oui, tout à fait. Je pense que le Sénégal a des atouts et a des forces réelles. L'organisation de la société, il y a des forces sociales qui sont extrêmement ouvertes. Et dans ce pays, il y a 400 000 signes qui témoignent du degré d'ouverture du Sénégal. Nous sommes un pays de brassage, de rencontres, de métissage, tout le monde le sait.
il n'y a pas une seule personne qui appartient à une ethnie particulière. Les ethnies qui dirigent, qui sont majoritaires au Sénégal, comme le Wolof, sont des ethnies qui sont méticisées dès le début. Donc, personne n'a une identité close ici. Nous avons tous des identités ouvertes. Et la deuxième chose, c'est que le Sénégalais travaille à ça. Le Sénégalais est ouvert au voyage. Le Sénégalais est même appelé par la mer, par les rivages tout le temps. Ce n'est pas pour rien que nous sommes un pays à forte immigration. Donc, ce pays est tourné vers le monde et c'est notre force principale. Nous avons aussi découvert des ressources comme le pétrole et tout ça qui consolide et qui nous donne les moyens d'aller à la conquête du monde, plus bien entendu le développement du capital humain, comme on dit en économie, mais qui nous a permis et qui nous permettra de peser dans la marche du monde. Mais ces atouts et ces forces sont aussi menacés par d'autres forces qui sont des forces de résistance au progrès, qui sont des forces de populisme, qui sont des forces de nivellement vers le bas et qui sont des forces d'exclusion. Et je pense que notre combat principal au Sénégal, c'est justement d'essayer de résister à ces forces-là. Parce qu'une nation qui avance est une nation qui résiste, qui choisit une voie et qui accepte un dialogue et qui accepte de construire son unité. Et je pense que c'est sur ces facteurs politiques-là que nous avons le plus de dangers, nous avons le plus de risques, nous avons plus de menaces. Et le Sénégal doit se préparer à savoir que nous devons aller à la conquête du monde en restant unis et que pour moi, la question de l'unité nationale me paraît importante. Et il faut aussi éviter, à mon avis, mais ce que nous appelons le nivellement par le bas. Et il faut que nous ayons une élite qui s'assume et une élite qui sait que sa responsabilité principale est de tirer le peuple vers le haut et pas de vivre de privilèges. Pour moi, ça me paraît essentiel. Et qu'il faut respecter les élites, il faut développer les élites. Très bien. Et c'est par ça qu'on pourra, à mon avis, hisser le peuple sénégalais au plus haut point. Donc on dit, comme vous également, que le Sénégal, en s'ouvrant, se donne justement des forces d'impulsion, ce qui est peut-être un atout indéniable. Bien sûr. Mais en même temps, oui. d'autres également reconnaissent que peut-être il y a à l'intérieur du pays une certaine crise de représentation politique. De sorte que peut-être le consensus lui-même il est fracturé et peut-être à la limite même le dialogue il est en train de se rompre simplement parce que peut-être chacune des forces croit en sa propre force intérieure et exclut justement les autres forces. D'où l'idéal de consensus qui s'éloigne un peu dans ce Sénégal-là. Est-ce qu'il y a possibilité de reprendre un peu plus de sérénité et de voir maintenant comment amorcer un dialogue qui soit un dialogue très constructif, fécond? Oui, sur ce point-là, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a une idée simple à laquelle je crois et à laquelle j'ai toujours cru. C'est que vous ne pouvez gouverner que lorsque vous doutez de votre légitimité. En doutant de sa légitimité. Oui, on ne gouverne qu'en doutant de sa légitimité et on ne peut gouverner sérieusement qu'en doutant de sa légitimité. Donc, la première chose, c'est une forme de décentrage qu'il faut autour des uns et des autres. Il faut que le pouvoir politique, essentiellement, comprenne qu'il doit être contesté, qu'il doit être critiqué, Oui. et que c'est dans ce sens. Tous les pouvoirs qui sont sûrs de leur légitimité finissent par se casser parce que, encore une fois, on ne peut gouverner qu'en se doutant de sa propre légitimité. Donc pour moi, ça me paraît essentiel que les partis politiques, les formations politiques, les organisations de la société, puisqu'encore il ne faut pas réduire la société à des partis politiques, à des formations, il faudrait que toutes les organisations de la société, qu'elles soient formelles ou pas, partent avec cet état d'esprit-là, en sachant qu'un pays avance, va vers le progrès, en ayant des doutes, en ayant de l'opposition et en bâtissant des contre-pouvoirs. Il me paraît essentiel que nous ayons des contre-pouvoirs et je pense que l'essentiel de la démocratie,
repose sur la construction des contre-pouvoirs. Et plus nous aurons des contre-pouvoirs, plus le pays se portera, moins on en aura, plus le pays va courir vers des risques et vers des périls que je ne souhaite pas. Voilà, JDD reçoit El Hadji Ibrahima Sall, économiste et philosophe, et ancien ministre aussi. Monsieur le ministre, je me permets de le dire comme ça, avez-vous le sentiment que le temps est venu pour le Sénégal de se redéfinir lui-même? D'abord, sur le plan économique. Récemment, on a entendu peut-être quelques voix assez portantes, quelques voix assez audibles, parler de rebasing. Autrement dit, peut-être de redéfinir les bases de calcul justement de nos taux de croissance ou bien de nos forces d'impulsion qui pourraient peut-être, à la limite, rénover notre économie. Mais je vois que le mot, il peut séduire des foules, mais en même temps aussi, il peut, à la limite, rebuter d'autres. Est-ce qu'on peut arriver à une clarification du concept de façon à ce que peut-être, demain, s'il est entendu par l'opinion, que ce soit justement un concept qui passe? Tout à fait. Alors, je vous remercie de votre question, et votre question est très intéressante parce que vous liez la notion de rebasing, qui est une notion économique. Ça veut dire que nous avons changé la façon dont nous mesurons notre richesse nationale, et depuis que nous l'avons essayé, nous avons vu que nous sommes plus riches qu'on avait jusque-là retenu, et nous sommes plus riches de 13% à peu près. C'est ça qui se passe. Mais la notion de rebasing, pour moi, vous avez parfaitement raison, mais elle doit concerner toutes les sphères de la vie sociale. Parce que tout simplement, vous avez une vie qui bouge, qui se meut, vous avez une histoire qui bouge, et vous avez des choses qui sont définies de façon figée. Et il est normal que lorsque la chose progresse, que sa mesure soit reprise et qu'on ajuste tout ce qui est variable en laissant bien sûr les éléments invariants de la structure identique. Et donc, ce qui s'est passé dans la révision, parce que c'est une révision du calcul de notre richesse nationale. Et des bases de calcul, je pense. Voilà, c'est la révision d'abord de l'année de référence. Année de référence, très bien. Puisque quand on mesure la richesse en économie, on la mesure par des prix constants. Et qui dit prix constant dit une base à laquelle on fixe l'ensemble des prix. Donc la base, c'était 2021. On peut arriver en 2025 et disons, déplaçons la base parce que les prix changent. La deuxième chose, c'est de prendre les nouvelles sources de croissance, parce que la croissance peut-être été tirée par l'agriculture, l'industrie, mais à partir de peut-être l'année prochaine, elle sera plus tirée par les nouvelles technologies et par d'autres phénomènes qui vont naître. Donc ça justifie l'intégration de nouveaux éléments de calcul dans la production des richesses. Et bien entendu, troisièmement, les poids et les structures peuvent changer, ce qui fait que de nouveaux secteurs naissant, des anciens secteurs disparaissants, les poids respectifs donnés à l'industrie, à l'agriculture, aux services, aux nouvelles technologies peuvent changer. Donc c'est tous les éléments qui font l'objet de rebasing et qui sont absolument intéressantes et qui sont obligatoires d'ailleurs. Parce que je rappelle que les rebasing, normalement, ça doit se faire d'après le système national de comptabilité mis en place en 1953. Ça doit se refaire au moins tous les 7 ans. Oui, tous les 7 ans. Mais il est dit que pour des économies qui ont subi des transformations structurelles importantes, il faut que les rebasing se produisent entre 3 et 5 ans. Donc il est normal que nous puissions faire cela. Dans les pays de l'OCDE, ça se faisait systématiquement un peu plus. Et dans les pays en voie de développement, on a eu des PIB qui sont entassés et pas complets, incomplets, du fait que nous ne faisions pas des opérations de recalcul si souvent. Et ce qui fait qu'effectivement, si tout le monde fait du rebasing tous les 3-5 ans, nous pourrions avoir des données plus fiables, des comparaisons entre pays plus fiables et surtout une idée beaucoup plus claire de l'étendue de la pauvreté, de l'avancée de la pauvreté, de la création de richesses. Oui. Donc c'est une opération technique qui est importante
et c'est une opération qui est souhaitable, mais il faut le faire dans des conditions de neutralité institutionnelle. Ça veut dire que l'Agence nationale des statistiques le fait au Sénégal parce qu'ils sont assermentés. Et ça veut dire aussi qu'il faut une base de données très bien entretenue avec des enquêtes. Et donc, c'est ces conditions-là et des conditions de transparence, bien sûr. C'est les 3 conditions pour réussir une opération de rebasing. Donc, le Sénégal, nous avons rebasé, nous avons recalculé notre richesse nationale, ce qui fait que par rapport à la dette, justement, nous avons un rapport PIB-dette moins dramatique que nous l'avions il y a quelques années. Mais les opérations de rebasing ont existé en 2021, 2024. Ce processus-là qu'on vient de constater aujourd'hui a été entamé depuis plusieurs années, avant même le départ de l'ancien régime. Donc, c'est un peu ce qui se passe. Mais on peut aller au-delà du rebasing et se poser la question de l'historique même, pas du rebasing, mais de l'historique même du PIB. Parce que ça aussi, c'est un point important. Dans les années, depuis les années 70, nous avons commencé à remettre même en question la notion de PIB. Et en faisant référence à des questions, à des critères de durabilité, de soutenabilité, d'épuisement des ressources, de bien-être. Donc il y a des critères qui entrent en jeu parce que c'est une longue histoire. Le PIB a été créé en 1934 à University of Pennsylvania où j'ai fait moi mes études. Et c'était Simon Kuznets mais qui avait fait le premier rapport au président Roosevelt dans le cadre du New Deal, parce qu'ils en avaient besoin pour le New Deal. Plus tard, les Anglais ont développé la même chose. Ça a d'ailleurs donné place à un prix Nobel anglais, l'un des rares anglais. Et après, il a fallu la Deuxième Guerre mondiale pour que les objectifs de planification militaire aient imposé le PIB comme une donnée qui était de plus en plus importante. Donc c'est une longue histoire qui nous a amené jusqu'au rebasing, mais aujourd'hui ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une pratique qui se passe sous le contrôle du système national de comptabilité qui a été mis en place en 1953, je crois, et qui aujourd'hui permet une harmonisation et des comparaisons mondiales et qui fait que des institutions comme les Nations Unies, comme le FMI, comme la Banque mondiale soient impliquées dans ce processus statistique de confection des Alors moi, je suis tenté de relayer un peu l'homme de la rue. Cette opération de recalcul, une fois qu'elle est terminée, elle a quelle finalité justement pour l'homme de la rue? Sent-il au moins peut-être son ordinaire s'améliorer? Sent-il peut-être au moins voilà, que son environnement change, qualitativement parlant? Bon, concrètement, il ne permet absolument de créer aucune richesse. C'est la mesure de la fonction qui change. Parce que dans la fonction, nous sommes plus riches encore. Parce que dans la fonction, il y a des éléments invariants et il y a des variables variantes. Donc c'est sur le différentiel des variables qui varient que la fonction, quand elle est appliquée, change le résultat. Mais il n'y a pas de création richesse technique. C'est comme quand vous faites une dévaluation. Ça ne change absolument rien l'état des forces réelles de l'économie au moment où vous dévaluez. Mais dès le lendemain, les incitations sont changées. Ici, quand nous réévaluons la dette, quand nous réévaluons le PIB, le rapport dette-PIB change. Et à partir du lendemain, effectivement, nous avons des critères qui nous permettent d'accéder plus facilement à des financements internationaux, à des marchés internationaux. Donc oui, techniquement, il n'y a pas de création de richesse effective, mais pratiquement, à partir du moment où les indicateurs sont modifiés, vous avez plus accès à certains secteurs et vous paraissez moins risqué et vous avez un meilleur look et ça compte. Alors maintenant, le risque simplement qu'il faut éviter pour le Sénégal, et notamment pour les Sénégalais, c'est de se dire que maintenant, il y a un nouveau concept encore qui va être vendu au même titre que les autres concepts qui ont été voilà, plus ou moins préconisés ou proposés à l'échelle du pays. C'est-à-dire que le rebasing, pour faire simple, ne nous apporte pas grand-chose, mais peut-être remodifier un peu le regard que les autres peuvent avoir maintenant sur notre propre pays. Parce qu'il me semble qu'il y a un pays, pour ne pas le nommer, c'est le Nigeria, qui aussi en procédant au rebasing, a permis quand même un reclassement justement du Nigeria comme étant un pays émergent. Tandis que s'il n'y avait pas ce rebasing-là, probablement, il n'aurait pas été classé justement
des pays émergents. Oui. Est-ce que notre pays peut prétendre à cette ouverture? Oui, la première chose qu'il faut voir, c'est que nous sommes obligés de faire du rebasing. C'est une obligation. Nous sommes obligés, sinon on vous donne une fausse image de la réalité. Voilà la vérité. C'est que quand votre économie se transforme, quand les rapports entre les secteurs se modifient, quand les prix bougent, il faut bien faire du rebasing. C'est obligatoire et c'est une bonne pratique statistique qui permet des comparaisons internationales et qui permet de classifier les pays. Bon, c'est vrai que le rebasing du Nigeria a été spectaculaire parce que pendant longtemps, les choses étaient statiques et incomplètes et que ça a permis au Nigeria de sauter. Et donc, ici aussi, c'est la même chose, mais nous sommes obligés de faire du rebasing. Le rebasing, il est contrôlé. On ne fait pas du rebasing comme on veut, parce que le FMI et le système des Nations Unies est très regardant, puisqu'il faut comparer les nations. Donc, il est très regardant sur la base de données. Il y a des enquêtes complémentaires. Si vos enquêtes ne sont pas bien menées, votre rebasing est rejeté. Donc, c'est un processus qui est très compliqué. Donc, c'est une bonne pratique qu'il faut faire et qu'il n'est pas laissé à chaque État de faire ce qu'il veut, bien entendu. C'est comme la manipulation monétaire, il n'est pas laissé à chaque État de dévaluer quand il veut, de faire ce qu'il veut, en passant que vous créez une richesse fictive. Donc, ce risque-là, il n'existe pas. C'est les agences nationales statistiques qui toutes d'ailleurs sont financées par les FMI, parce que c'est au FMI de faire de la surveillance mondiale et de voir que l'économie mondiale se porte très bien et qu'il n'y a pas de déséquilibre qui remette en question la création de la richesse collective. Donc tout ça, c'est bien articulé, c'est bien fait, et que le rebasing est une opération classique, traditionnelle, qui n'a rien d'exceptionnel, qui doit être faite de temps en temps. En revanche, le point le plus important, je crois que je dois préciser, c'est que quand vous faites un rebasing, vous créez des ruptures au niveau des séries temporelles. Donc, vous ne pouvez plus comparer l'année X plus I avec l'année I. Parce que tout simplement, ou l'année J, parce que tout simplement, mais vous ne pouvez plus les comparer. Oui. Vous êtes obligé de retraiter les données antérieures pour les remettre sur les mêmes principes, sur les mêmes bases pour pouvoir les comparer. Donc, ce qu'il y a de bon, c'est qu'aujourd'hui, si on dit qu'avec le rebasing, on a un produit intérieur brut qui a augmenté de 13%, c'est une bonne chose. Mais commencer à comparer notre produit d'aujourd'hui avec le produit intérieur il y a 4 ans pour dire que mais nous avons fait sauter le PIB, c'est faux. Ça veut dire que la valeur en soi est juste, mais la comparaison avec les valeurs antérieures n'est pas juste et doit faire l'objet de retraitement avant que vous ayez quelque chose de comparable. Donc il y a un problème de permanence de méthode que l'on va retrouver d'ailleurs non seulement en statistique, mais qu'on va retrouver en comptabilité, parce qu'en comptabilité, mais la permanence des méthodes est un problème, c'est l'un des premiers principes sur les problèmes de comptabilité et de comptabilisation. Voilà, El Hadji Ibrahima Sall, économiste et philosophe, et donc l'invité du JDD du 30 novembre. Notre entrée dans la modernité a eu pour effet sans doute de nous réadapter, mais aussi de voir un peu toutes ces contraintes-là, comment nous pouvons slalomer à l'intérieur. Sommes-nous assez outillés de ce point de vue-là pour peut-être que cette modernité-là, elle accompagne un peu les dynamiques de changement que nous voulons instaurer dans notre pays? Alors, vous posez une question extrêmement complexe, extrêmement vaste, mais qui devait faire 10 tomes d'ouvrage. Parce que vous posez des problèmes de dynamique. D'abord, vous êtes en train de me dire quels sont les éléments les plus importants de cette dynamique. Et deuxièmement, dans cette dynamique, comment on devrait, nous, utiliser des variables d'action. Si vous voulez, je précise la pensée pour simplifier les choses. Oui. C'est vrai que les Sénégalais souhaitent être modernes et acquérir davantage de biens, peut-être bon pour être bien dans leur peau. Tout à fait. Ça, c'est les moyens, c'est le travail, c'est peut-être bon, le résultat du travail et tout cela. Bien sûr. Mais la modernité aussi a ses propres exigences. Notamment, il y a une question qui soulève tous les pays qui veulent entrer dans la modernité, c'est la transparence. Et je crois que c'est un des objets de votre étude.
Vous êtes pour la transparence, pour que peut-être les politiques publiques soient beaucoup plus préconisées, mais dès le départ, qu'on appréhende un peu qu'est-ce qui justifie d'abord ces politiques publiques-là, mais en même temps aussi, qu'est-ce qui doit accompagner ces politiques publiques pour qu'elles soient, quelle est leur utilité à la fois économique, politique, sociale, culturelle et j'en passe. Tout à fait. Alors, moi, je pense qu'il y a 2 ou 3 questions qui sont implicites dans votre interrogation. La première, d'abord, c'est l'idée de réforme. Pour moi, il est évident qu'on ne peut pas entrer dans la modernité, profiter de la modernité si nous ne nous réformons pas. Pour moi, ça me paraît essentiel. Et pour se réformer, il faut comprendre la nécessité de se réformer. Ce n'est pas toujours évident que les Sénégalaises et les Sénégalais comprennent qu'ils doivent changer. Vous avez des problèmes sur l'incivisme, vous avez des problèmes sur l'indiscipline, vous avez des problèmes sur la faiblesse de la productivité, vous avez le problème sur le respect de l'heure. Donc vous avez des tas de choses qui font qu'on peut toujours se poser la question si nous sommes vraiment conscients que nous devons, pour aller conquérir le monde, nous devons changer. Donc c'est la conscience de la réforme. La deuxième chose, c'est bien penser la réforme. Et on la pense bien en étant à plusieurs. On la pense en étant autour d'une table pour discuter des priorités. Et puis ensuite, il y a l'exécution même de la réforme. Il faudra être un groupe restreint, avoir un calendrier, situer des responsabilités et puis évaluer la réforme. Et donc ça me paraît être le cœur des problèmes. Et sur ces problèmes de réforme, la cible de la réforme pour moi, c'est les politiques publiques. C'est très important parce que nous avons des politiques publiques trop faibles en face d'immenses problèmes, d'immenses défis que nous avons en face. Nos politiques publiques ne servent à rien, à mon avis, presque. Quand vous regardez aujourd'hui la question de l'hygiène publique, quand vous regardez les réponses que nous avons par rapport aux politiques de santé, vous vous rendez compte qu'il y a un immense problème. Oui, et on a l'impression de se battre et de mettre une goutte d'eau dans l'océan à chaque fois. Vous le retrouvez sur la santé, vous le retrouvez sur l'agriculture, vous le retrouvez sur l'industrie, vous le retrouvez dans tous les domaines, de telle sorte que je fais partie de ceux qui pensent que bâtir des stratégies, c'est très bien, mais c'est beaucoup moins important qu'être efficace dans la conduite de nos politiques publiques. Et moi, j'aurais mis beaucoup plus de poids dans la qualité de la conception de nos politiques publiques. Il faut les améliorer, il faut les penser autrement. J'aurais mis beaucoup plus de temps dans l'exécution des politiques publiques qui sont mal exécutées. Pourquoi elles sont mal exécutées d'ailleurs? Parce que les politiques publiques sont portées par une organisation que l'on appelle l'administration ou l'État qui lui-même ou elle-même n'est pas réformée. C'est un autre grand souci. Et le troisième point, c'est que ces politiques publiques-là ne sont pas suivies. Et quatrièmement, surtout, elles ne sont pas évaluées du tout. Il y a eu des frissons de tentatives d'évaluation des politiques publiques au Sénégal, dans laquelle moi j'ai été impliqué. Il y a beaucoup de résistance sociale, il y a beaucoup de résistance ministérielle, il y a beaucoup de résistance de l'administration, mais aujourd'hui, même cette volonté-là qui se battait pour émerger a été étouffée par d'autres priorités et je ne pense pas qu'aujourd'hui, l'évaluation des politiques publiques soit la priorité du gouvernement du Sénégal. Est-ce qu'il faut soustraire les politiques publiques de l'emprise des politiques? Absolument. Pour moi, ça me paraît essentiel. Il faut soustraire l'État, la première, c'est-à-dire l'organisation qui fait les politiques publiques, qui produit les politiques publiques, c'est elle qu'il faut dépolitiser. Pour moi, ça me paraît essentiel. Et tous les pays qui vont marcher dans le monde sont les pays où on a dépolitisé les politiques publiques. Il faut dépolitiser les politiques publiques, il faut dépolitiser l'État, il faut dépolitiser l'administration, il faut même dépolitiser l'action publique. Je me souviens, il y a une série d'ouvrages, Liberté 1, Liberté 2, Liberté 3, jusqu'à Liberté 4 de Léopold Senghor. Oui. Et dans le premier tome de Liberté, en tout cas dans l'un qui s'appelle Socialisme et planification, vous verrez que les premières condamnations sous la période de Dia contre des fonctionnaires du Sénégal, oui, c'était des gens qui avaient détourné
les programmes publics en faveur de leur communauté ou de leur village ou de leur pays. D'accord. Donc il y a eu des condamnations et des tentatives de dépolitisation dès les premières heures du Sénégal, mais de l'action publique. Ça me paraît essentiel, ça me paraît important. Et il faut que les gens comprennent que les fonctionnaires, enfin ceux qui servent l'État, ne sont pas des fonctionnaires, c'est des individus qui portent un rêve collectif et qui portent une sorte d'engagement de la communauté. Les fonctionnaires sont plus que des personnes qui agissent. Nous avons un rêve collectif, nous avons un projet national et c'est eux qui incarnent l'âme. C'est la raison pour laquelle ils doivent être dépolitisés. L'État est un bien collectif, l'État est un bien commun. Et le faire approprier ou dominer par un parti politique, c'est un vol collectif. C'est un vol contre la collectivité que de prendre un État et de le mettre à la solde d'un parti ou d'une formation politique, quelle qu'elle soit. Moi, je suis scandalisé de voir que ou le Parti socialiste, ou le PDS, ou l'APR, ou le PASTEF s'arroge le droit de prendre l'État et de le restreindre à sa clientèle et à ses propres militants. C'est un scandale et c'est la pire chose qui puisse arriver à un pays. Il faut que les chirurgiens qui opèrent dans les hôpitaux tous les jours le fassent, quel que soit leur parti. Il faut que les policiers qui règlent la circulation, ou en tout cas les gendarmes qui mènent les enquêtes judiciaires, le mettent en sachant qu'ils sont au service d'un État qui appartient à tout le monde. Les partis politiques ont le droit de faire de la politique à l'Assemblée nationale. Ils ont le droit de voter leurs lois. Mais je ne pense pas qu'un État doit fonctionner avec des appartenances politiques. Et je l'ai dit et je l'ai répété. Oui, oui. Alors vous citiez tout à l'heure Senghor avec ses œuvres Liberté. Mais Senghor aussi peut-être a été l'inspirateur justement du bureau organisation et méthode. Finalement, dans cette dépolitisation des politiques publiques, est-ce qu'il y a une approche, disons, pédagogique par laquelle il faut passer, ne serait-ce que pour introduire quand même des doses de changement, même en douceur? Oui, bon, l'organisation de la création du bureau organisation méthode, c'est vrai que Senghor l'a créé, mais ce n'est pas sa création. Mais c'est quelque chose qui a été créé depuis 1950. Pétavin, non? Non, en France, dans le cabinet de Mendes France. Okay. Donc ça vient de là, c'est une longue histoire. On a essayé de l'adapter un peu ici, mais je pense que ce à quoi je pense va au-delà du BOM, bien sûr, et à une envergure plus large. Et la dépolitisation à laquelle j'appelle de mes voeux est quelque chose de plus profond et de plus exigeant. Il faut aujourd'hui que les Sénégalais comprennent qu'on sert notre rêve commun quand nous commencerons par prendre les plus qualifiés d'entre nous, les plus compétents d'entre nous pour leur confier les hôpitaux, pour leur confier la chirurgie, pour leur confier la police, pour leur confier les tâches. Donc pour moi, ça me paraît essentiel de dépolitiser les fonctions, les hautes fonctions, les fonctions ministérielles, les fonctions directeur général, les fonctions de PCA, les fonctions, toutes les fonctions. Donc il faut que les Sénégalais sachent que c'est le pays où les meilleurs d'entre eux occuperont les meilleures fonctions. C'est comme ça qu'on tire une société vers le haut et je pense qu'il faut se trouver les moyens de le faire. Ce qui ne veut pas dire que les partis qui vont gagner les élections ne vont pas gouverner avec leurs idées et sur la base de leurs projets. C'est pourquoi les discussions sur les projets sont importantes avant les élections et qu'on ne soit pas dans un pays où tous les 2 ans, les gens se mettent à préparer des élections sans parler de projet, ou bien en évoquant que le mot projet pour donner l'impression qu'il y a un projet derrière. Donc il faut que des discussions très sérieuses existent sur les projets, que les partis qui gagnent font passer les lois à l'Assemblée, mais que l'État reste impersonnel et se donne les meilleurs cadres et les meilleurs profils dans notre pays. En vous écoutant, on a le sentiment bien ancré que la dépolitisation est une exigence, n'est-ce pas, des temps modernes. Mais est-ce que vous allez jusqu'au bout de votre logique pour qu'à la limite même que ça ait une valeur constitutionnelle? Oui, justement, sur ce point-là, j'ai mon expérience personnelle. J'ai présidé la commission d'évaluation des
politique publique et programme public. La première chose que j'ai dite au président Macky Sall de l'époque, c'était je lui dis, j'accepte de présider la commission à condition qu'elle soit apolitique. Et il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je lui dis, toutes les personnes qui seront dans cette commission n'auront pas de parti politique, ne seront pas des responsables dans des formations politiques et auront dans leur code de déontologie qu'ils ne peuvent pas exercer une fonction d'évaluation de politique publique et en même temps appartenir à des formations politiques et l'exercer. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, apportez-moi la liste et je les nommerai. C'est comme ça que je lui ai apporté une liste de 20 experts choisis partout dans le monde et je sais qu'il n'y avait pas que des Sénégalais, il y avait des Américains, il y avait des Canadiens. J'ai pris les meilleurs évaluateurs dans leur pays et je lui ai amené et à son actif, il a signé la commission. Est-ce qu'à ce niveau, les Sénégalais ont joué le jeu? Est-ce que l'administration sénégalaise, qui était en face de vous, a joué le jeu? Oui, c'est-à-dire que quand vous avez des personnalités comme ça, qui sont de fortes personnalités, qui sont reconnues dans le monde et qui vont venir et qui ne vont pas faire dans la dentelle, qui vont être très rigoureux dans leur évaluation, bien sûr que nous nous sommes heurtés à la résistance de certaines administrations, mais de certains ministères. Personne ne veut se faire évaluer dans notre pays. Et même mieux, il y a des organisations ou des institutions de la République qui ont pensé qu'on empiétait sur leurs prérogatives et qui se sont mis à saboter le projet ou à résister. Donc ça aussi, c'est de l'ordre qu'il faut mettre au niveau le plus élevé, c'est-à-dire du président de la République, pour voir quelles sont les institutions qui doivent exister, quelles sont les fonctions dans lesquelles il faut les mettre et comment les protéger. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il y a eu énormément de résistance dans l'État sénégalais pour l'évaluation. Et je ne pense pas que l'évaluation soit pour demain, alors que pour moi, c'est la fonction la plus importante, puisque c'est à partir de l'évaluation que nous verrons les programmes qu'il faut maintenir, les programmes qu'il faut renforcer, les programmes qu'il faut fermer. Et c'est l'évaluation des politiques publiques qui va permettre d'orienter l'allocation des ressources. Donc tout ce que nous faisons au niveau de la loi organique, le budget, l'argent, les dépenses, n'ont aucun sens si nous n'avons pas un processus national par lequel nous évaluons nos politiques publiques. Aujourd'hui, nous ne pouvons même pas avoir un débat démocratique sérieux en politique si nous ne savons pas quels sont les résultats des politiques publiques que nous menons. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation très triste où ceux qui applaudissent les politiques publiques n'ont aucune raison de le faire et ceux qui critiquent les politiques publiques n'ont aucune raison de le faire parce que tout simplement, elles ne sont pas évaluées, ni négativement, ni positivement. Donc nous sommes dans le flou total et dans un contexte comme ça, nous n'avons pas une démocratie éclairée et ce que nous avons aujourd'hui, c'est une parodie de démocratie où nous passons notre vie à préparer des élections, à faire de la politique et où nous ne mesurons même pas notre efficacité à changer la vie des populations parce que nous n'avons aucun instrument de mesure de l'efficacité collective, de l'action collective en tout cas. Aujourd'hui, par exemple, nous n'avons aucune idée de l'efficacité du coût de la vie. Par exemple, lorsqu'on dit la vie a augmenté, nous n'avons aucune mesure. Tout à fait. Aucune mesure. Tangibles, quoi, aucune mesure pour savoir si la vie est devenue plus chère ou moins chère. Nous n'avons pas de mesure. Et ça, c'est sur toutes les actions qui concernent la vie sociale. Nous n'avons développé aucun instrument de mesure sur l'action collective, sur nos efforts collectifs et sur nos réalisations. Et je pense que c'est un problème assez grave. Donc, vous savez, ça veut dire quoi aujourd'hui? Ça veut dire que nous sommes en train de nous battre sur des querelles d'arrière-garde, alors que nous avons des chantiers prioritaires pour changer de ce pays. Et sur ces chantiers, nous n'abordons presque absolument rien d'essentiel. Donc, nous sommes en train de nous mener sur des querelles qui ne sont pas, à mon avis, mais des querelles du moment. Oui, j'allais souligner. Oui, justement, mais pour transformer la vie des populations aujourd'hui, mais nous avons besoin d'être plus sérieux, plus concentrés sur les outils, sur ce qu'il faut pour changer, et pas sur les commérages et toutes les histoires de politique politicienne qui secouent le pays matin, midi, soir.
je saisis au rebond votre mot là, sérieux. Quand il y a des tentations d'opacité dans un certain sens, et aussi peut-être voilà, des désirs de transparence assez forts justement dans la société civile, peut-être dans une opinion plus ou moins éclairée, on a comme l'impression qu'entre les tentations d'opacité et les besoins de revendication, il y a un conflit permanent. Avez-vous eu justement l'ampleur déjà de ce conflit, sa nature, et en même temps aussi sa profondeur dans... Oui, disons que bien entendu, j'ai vécu des cas de transparence, j'ai vécu des cas d'obstruction, j'ai vécu des cas... mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que je voudrais dire que la transparence en soi n'est pas une finalité, c'est un moyen. C'est ça. Je pense que ce qui est la finalité, c'est la volonté de transformer notre vécu, c'est la volonté de transformer notre pays, c'est la volonté de transformer la vie des Sénégalaises et des Sénégalais tous les jours. Je pense que c'est l'enjeu essentiel. Maintenant, sur cette route-là, tout ne doit pas être transparent, tout ne doit pas être dévoilé. Il y a des choses qui sont transparentes et sur lesquelles il faut se battre parce que nous avons des comptes à rendre aux populations. Il y a des choses qui ne doivent pas l'être, qui doivent rester du domaine du secret. Par exemple, le cas typique, c'est le cas de secret défense. Et nous tous, nous savons que l'État ne marche pas dans la rue ou sur les places publiques et sur la place des meetings. Il y a des choses qui relèvent du secret de l'État. Oui, les questions de sécurité. Et les questions de sécurité. Et donc, ces choses-là doivent être sauvegardées. Donc, le secret, c'est protéger des choses qui doivent être protégées. Et la transparence, c'est révéler des choses qui doivent être révélées. Mais tout ne doit pas être révélé, tout ne doit pas être non plus ne faire l'objet du secret. Et comme j'ai l'habitude de le dire, savoir ce qu'il faut dire, quand il faut le dire, où il faut le dire et comment le dire, pour moi, ça me paraît essentiel et c'est ça qui est l'art de protéger un pays, de protéger ses populations. Donc pour moi, ça me paraît essentiel. Le conflit en transparence, c'est un enjeu démocratique entre transparence et opacité, mais je pense que ça n'exclut pas la question du secret et la question qui consiste à dire les choses quand il faut le dire, où il faut le dire et à qui le dire. Il y a aussi le conservatisme de l'administration qui est également un fait notable. Mais oui. Est-ce que ça ne reflète pas un peu un trait de caractère ou un trait culturel de notre propre pays, de nous Sénégalais? Bon, disons que nous avons un trait de caractère sur la question de l'opacité de l'administration, mais ce n'est pas l'administration, c'est la question de l'opacité du pouvoir. C'est-à-dire que nous avons une façon de penser le pouvoir qui n'est pas la bonne façon. Par exemple, le fait que le pouvoir soit tout le temps tenté de mettre la main sur l'État est une faute grave pour moi. Et tous les pouvoirs ont cette tendance. Les pouvoirs passés, il y a tout le temps des abus, il y a tout le temps de l'instrumentalisation. Parce que le pouvoir a l'habitude d'aller au-delà et de s'emparer de l'État qui ne lui appartient pas. Donc ça, c'est une chose. Alors, maintenant, je pense que l'administration doit faire l'objet d'une grande réforme. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, si j'avais une réforme à défendre, c'est la réforme de l'État. Or, nous n'en parlons pas jusqu'à ce présent dans notre pays. Personne ne veut réformer l'État, ni le régime passé, ni le pouvoir actuel. La réforme de l'État n'est pas au jour, alors que nous savons tous que nous avons des services publics qui ne marchent pas. Nous savons que nous avons un État qui est parfois inexistant, parfois impuissant, et qui ne règle pas les problèmes. Donc, pourquoi, bon sang, parle-t-on pas de la réforme de l'État? On a l'impression que la réforme de l'État, la qualité des dirigeants de nos organisations, tout ça passe en seconde place. Après les questions d'élection, de meeting, des choses comme ça, qui sont pour moi des choses qui ne font pas avancer le Sénégal. Autrement dit, vous constatez peut-être un immobilisme au niveau des instruments. Voilà. Un immobilisme autour de 3 questions, par exemple, majeures. Sur l'emploi, je ne vois absolument rien de sérieux en politique publique. Et depuis 20 ans, il n'y a aucune politique de l'emploi qui est sérieuse au Sénégal. Et pourtant, il y a 25 ans à peu près, il y a eu un excellent document de politique de l'emploi qui a été fait. Deuxièmement, sur les politiques publiques, leurs réformes, je ne vois absolument rien de sérieux. Et ça conditionne
toute l'efficacité de l'action collective. Et troisièmement, sur la question de la réforme de l'État, il n'y a rien n'est dit. Et sur la réforme de l'État, j'ai toujours l'habitude de dire, tant qu'on fera des élections tous les 2 ans, il n'y aura pas de réforme. Puisque quelqu'un qui prépare les prochaines élections dans 2 ans ne touchera à aucun privilège et ne touchera à aucune réforme. Aujourd'hui, mais tous nos services publics sont à réformer. L'accueil à l'hôpital, l'accueil dans les administrations. Je vous donne un exemple très simple. Avant-hier, il y a 2 jours, j'ai été dans une administration. Le policier à l'entrée me dit « Vous ne rentrez pas parce qu'ils sont en pause ». Je lui dis « Mais je suis désolé, il vient de m'appeler ». Un autre monsieur me retrouve devant la porte, me reconnaît et me dit « Monsieur le ministre ». Le policier me dit « Pourquoi vous n'avez pas décliné votre statut ?» Il n'a même pas compris que dans un État, les statuts, le nom, les origines sont sans aucune importance et que quelqu'un qui vient dans une administration publique, il est déjà paumé. Donc, le but, le rôle d'un agent de l'État, c'est de lui faciliter l'accès, c'est pas de lui dire ils sont en pause ou de lui fermer les portes. Donc voilà, vous avez des choses comme ça qui se passent dans toutes les administrations du monde et où il faut vraiment, au Sénégal, faire un effort particulier. Mais la réforme de l'État, la réforme de l'administration, la réforme des services publics, la réforme des politiques publiques n'est pas conforme et ne va pas avec des élections répétées tout le temps. Et c'est pourquoi je préconise qu'au Sénégal, qu'il faut diminuer la politique. Il faut faire des élections peut-être une fois tous les 7 ans d'un seul coup. Et le Bénin est en train de faire des réformes exemplaires sur ce plan-là. Mais donc, si je comprends bien, modifier le comportement des Sénégalais, ce n'est pas pour demain. Puisque quand on regarde aujourd'hui quand même les incivismes dans le pays, mais c'est ahurissant. Quand on regarde également peut-être le manque de rigueur, à la limite même sur un patrimoine commun, c'est également effarant. Donc, changer le Sénégalais, améliorer un peu peut-être son ordinaire et même son propre comportement, ça relève un peu peut-être du travail décisif. Vous savez, il y a une chose, on ne changera le comportement des Sénégalais que si l'on change le système d'incitation. Ça veut dire, il faudrait que la sanction et la récompense soient claires. Il nous faut avoir, comme j'ai l'habitude de dire dans les pays arabes, il nous faut des tendardements, en même temps un sabre. Okay. Et c'est les deux. Oui. Il faut donner, voilà, oui. Il faut donner les dates aux gens qui travaillent bien et puis le sabre aux autres. Mais je pense que c'est important de réviser ces choses-là. Il ne faut pas que les Sénégalais aient l'impression que celui qui travaille et qui ne travaille pas en fin de journée se retrouve au même point. D'ailleurs, parfois, il suffit de faire de la politique pour se retrouver à un point meilleur déjà que celui qui n'en fait pas. Mais ce qui est important, c'est que vous avez souligné quelque chose d'essentiel, l'indiscipline. Vous savez, même le détournement des fonds est un problème d'indiscipline. Même aussi changer un projet et l'amener ailleurs alors qu'il était destiné au Oui, le détournement des fonds, le détournement des projets, le détournement de l'action publique, tout cela c'est de l'indiscipline, c'est la même chose. Et il faut éduquer les Sénégalais à la discipline. Et je pense qu'il faut reprendre le travail à partir des familles. Il faut que les Sénégalais sachent que l'enjeu essentiel, c'est la discipline. On n'y arrivera que si nous sommes disciplinés. Et si nous ne sommes pas disciplinés, quel que soit le pétrole, le gaz, ce qu'on trouvera, ça ne servira absolument à rien. Parce que je vous ai dit que quand on ne veut pas se garer correctement, c'est de l'indiscipline. Quand on ne vient pas à l'heure, c'est de l'indiscipline. Quand on insulte les autorités, c'est de l'indiscipline. Quand on loupe un rendez-vous, c'est de l'indiscipline. Quand on détourne le denier public, c'est de l'indiscipline. Et quand on se met à insulter sur les réseaux sociaux, c'est de l'indiscipline. Mais tout cela doit être puni, mais à condition que ceux qui nous dirigent donnent l'exemple et soient eux-mêmes exemplaires. Ça, c'est capital. C'est Nietzsche qui disait que exercer le pouvoir, c'est d'abord l'exercer sur soi-même avant de l'exercer sur les autres. Ça me paraît essentiel. Mais pour moi, la restauration de la discipline me paraît une chose essentielle et la restauration de l'unité sociale, l'unité nationale me paraît essentielle puisque nous ne réussirons rien dans la guerre
nous avons besoin de paix, nous avons besoin de concorde et nous avons besoin de solidarité pour que le Sénégal reste un seul pays uni. Et je voudrais d'ailleurs insister sur une chose. Même le Coran le dit, tous les textes religieux demandent de la discipline. Oui. Je me souviens, dans le Coran, il y a un passage où Dieu dit à un des prophètes, à Abraham, quand tu vas voir le roi, parle-lui avec politesse parce qu'il a l'autorité. Il s'agissait de Pharaon. Et la même chose, la prière, l'imam doit vérifier que les gens sont en rang serré. C'est ça. Il le rappelle souvent. Il leur demande d'être soudés comme un seul mur. Donc tout ça, c'est de la discipline. Et nous, au Sénégal, il faut que nous apprenions la discipline et c'est notre point faible. Si aujourd'hui, moi, je devais m'investir sur un mandat au Sénégal, je ne m'investirais que sur la discipline, par exemple. Donc, pour moi, ça me paraît essentiel. Donc votre appel, c'est Sénégalais, disciplinez-vous? Non, mon appel, c'est aux autorités du Sénégal. D'abord, ce n'est pas aux Sénégalais, c'est aux autorités du Sénégal. Et aux autorités à la fois politiques et sociales, ça veut dire aux mères et aux pères de famille, donner l'exemple d'abord et ensuite imposer la discipline, quoi qu'il en coûte. Voilà, nous avions le philosophe et économiste El Hadj Ibrahima Sall comme invité de JDD qui vient de prendre fin. Nos remerciements aussi à toute l'équipe technique autour d'Abdoulaye Ndiaye qui a réalisé justement cette émission-là. À dimanche prochain pour un autre invité. Merci beaucoup.